Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne en compagnie de Laureline. C'est encore moi. C'est une vidéo un peu spéciale parce que... oui c'est ça, un peu spéciale parce que faire un bilan de 2023 au mois de mars, voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a été un peu occupés. Mieux vaut tard que jamais. C'est ça, voilà. Et puis en fait, moi j'avais du retard, je voulais le faire depuis longtemps. Laureline voulait faire son compte Insta depuis longtemps. Exactement. On a dit, c'est l'occasion. Voilà, c'est parti. Du coup, Laureline va nous expliquer le plan qu'on a mis en place pour cette vidéo. Vas-y. Tout à fait, donc on a décidé d'abord de se concentrer sur les nouveautés, donc les nouvelles licences de 2023. On va faire notre top 10 à chacune et puis à la fin de la vidéo, on vous fera nos meilleures lectures hors nouvelle licence. Mention honorable, on va passer au top 10 en sachant que moi j'ai un peu moins de... Donc top 10 des nouveautés en sachant que moi j'ai un petit peu moins de choses à présenter ici. Numéro 10, je suis seule dans la catégorie. J'ai mis Ocean Rush de John Tarachine, dont j'adore le travail. Il y avait Goodnight I Love You ainsi que La Sorcière au Chardon. Oui. Le titre est peut-être un peu approximatif, mais voilà, dans l'idée j'aime son travail, donc c'est plutôt une zone de confort. Château au Chardon. Oui. Ouais. Donc je reste dans ma zone de confort. Elle aborde un thème qui me tient à cœur, qui est celui de la création dans le milieu du cinéma. Il y a du fossé générationnel. Tout est très sympa. J'ai pas eu cette petite touche en plus transcendante, ce qui fait que c'est quand même plutôt au bas du classement, mais ça me tenait quand même à cœur de l'inclure. Voilà. Numéro 9, on a Girl Crush, qui a été une improbable découverte, vraiment la couverture ne me tentait pas du tout et au final je l'ai commencé et j'ai adoré ma lecture. Donc on retrouve un peu ce côté manga de sport également, mais c'est dans la danse en fait. C'est voilà, deux lycéennes qui décident d'aller en Corée du Sud pour se lancer dans la K-pop et on retrouve en fait exactement cette même ambiance que j'adore et qui était dans mon top, mon numéro 1 il y a 2 ans, qui est Kageki Shoujo. Kageki Shoujo que j'adore et qui peine un peu à être publié, donc je vous conseille de vous déporter sur Girl Crush parce que c'est exactement la même ambiance et c'est un groupe de filles qui sont hyper ambitieuses, hyper prenantes, donc voilà, je vous conseille très fortement. Numéro 8, Nude Model. Ouais, alors pour le coup j'ai pas lu, mais parce que j'ai pas eu la même obsession que toi avec Blue Period. C'est ça, moi Blue Period, faut savoir que c'est un manga qui me tient énormément à cœur, vraiment qui me transcende chaque tome un peu plus, donc je me suis jetée sur le recueil d'histoires courtes de l'autrice, qui est dans un ton un peu plus mature on va dire, et qui a une vision assez... donc il y a un peu de sexe quand même, mais c'est une vision qui me plaît beaucoup car c'est très cynique et très sur les rapports de domination que ça induit. Donc histoire courte, finie en un tome, c'est pas un gros investissement et je recommande encore une fois vraiment la lecture. Ensuite, j'ai enfin le droit de m'exprimer sur ma chaîne. Merci Laureline, t'es trop généreuse. Du coup, numéro 7 pour moi, c'est À vos côtés de Basso, qui est l'autre pseudonyme de Natsume Ono quand elle sort du BL. Donc À vos côtés, c'est un one shot et c'est vraiment à mon avis le titre à lire si vous avez envie de découvrir le boys love. C'est à dire que c'est un one shot, c'est plutôt court, il n'y a pas trop de scènes de sexe ou des choses comme ça, donc on n'est pas trop sur un truc qui pourrait peut-être refroidir quelqu'un de pas habitué. Et au niveau de l'histoire, en fait, on se place dans un contexte un peu spécial puisque après le travail, deux hommes vont se rencontrer dans un hippodrome en fait pour faire des courses, pour parier sur des courses de chevaux, et il y en a un qui est un peu plus âgé que l'autre et en fait une relation va se tisser entre les deux. J'en dis pas plus parce que c'est un one shot, donc si je commence à m'étendre on s'en sortira pas, mais c'est vraiment très fin, elle arrive vraiment bien à décrire la relation entre les deux personnages. J'avais trouvé ça très efficace et j'aime bien son style graphique, donc voilà, je recommande. Il faut savoir qu'il était dans ma catégorie qu'on n'a pas inclus dans cette vidéo, mais qui était manga que je n'ai pas lu mais qui aurait pu figurer dans ce top, donc j'ai extrêmement hâte de le lire. Je l'ai arrêté parce que déjà qu'on fait des vidéos de 40 minutes, je lui ai dit non, tu arrêtes avec toutes tes catégories, c'est fini. Et elle a bien fait. Ouais, elle vous épargne. Non, voilà. Alors ça fait 3 fois qu'on le fait et entre temps j'ai mis un gilet, mais c'est parti pour mon numéro 7 et je reste dans ma zone de confort puisqu'il s'agit d'un manga de Nemu Yoko dont j'adore le travail, qui s'appelle Trap Hall. Nemu Yoko, elle est publiée entièrement dans la collection Live de Kana, tu aimes beaucoup aussi. Ouais, mais j'ai pas lu Trap Hall, mais j'ai lu le reste. En fait on retrouve un peu à chaque fois les mêmes thématiques, donc à savoir des romances dans un contexte adulte de gens qui sont plutôt dans leur vingtaine, trentaine, et là en l'occurrence c'est une jeune femme qui débarque à Tokyo, qui remet un peu toute sa vie en question. Voilà, c'est très très bien. T'as été très efficace. J'étais efficace. Et c'est fini là actuellement ou pas encore? Pas encore, on attend le 4e et dernier tome. Ok.
Numéro 6, du coup pour moi c'est Evol d'Atsushi Kaneko. C'est un auteur que je connaissais pas du tout, honnêtement. Enfin, en fait mon copain adore, tu adores, tout le monde adore autour de moi. Ouais, mais en fait, en même temps vu le prix des tomes, c'est un choix de vie. Mais en fait, je connaissais pas du tout son travail, mais j'étais curieuse et je connaissais déjà un peu ce qu'il faisait par le biais d'autres personnes. Mais j'avais jamais sauté le pas parce qu'en fait... pour moi ça allait me faire un peu l'effet Taiyo Matsumoto, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Taiyo Matsumoto, j'ai eu envie de me plonger dans son univers et vraiment de tout lire, tout dévorer, et j'avais l'impression qu'il fallait que ce soit le bon moment en fait pour faire ça. Bon, il s'avère que ça n'a pas été le cas pour la simple et bonne raison que cette année j'essaye de un peu me spécialiser dans le shoujo et tout ça, donc forcément, enfin je me suis déjà spécialisée mais d'en lire plus du coup pour avoir plus de connaissances, et du coup forcément c'est resté un peu sur le côté, mais j'ai lu Evol, j'ai lu les 2 ou 3 premiers tomes, j'ai un doute. Ça a été une très très bonne découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé. On se retrouve avec des personnages qui au début de l'histoire sont en fait dans une très grande détresse, on va dire. J'en dis pas plus. Et ils vont apprendre par la suite qu'ils ont des pouvoirs. J'en dis pas plus non plus. Et en fait j'ai vraiment vachement adhéré à ces adolescents un peu perdus qui essayent tant bien que mal de trouver leur place, et avec ce style graphique qui est quand même assez particulier. Donc voilà, ça a été une très bonne découverte et j'étais contente de découvrir l'auteur, même si les tomes coûtent un rein, mais je m'en fiche parce que c'est ceux de mon copain. Mon numéro 6, c'est Sounds of Life, que j'attendais depuis des années, du coup je suis trop contente que Akata l'ait publié. C'est une méthode qui est un manga de musique, donc déjà c'est quand même une thématique qui me tient beaucoup à cœur. Exactement, c'est un shonen de musique. Et donc on suit dans un contexte lycéen le club de Koto qui va progressivement prendre son envol. Au début c'est des membres qui savent même pas trop ce que c'est, qui vont être drivés par une ancienne semi-professionnelle, et on va suivre leur évolution. Il faut savoir que Akata a tenu un très bon rythme de publication. Du coup il y a une dizaine de tomes qui sont publiés qui ont été publiés en un an en fait. Ouais, ça allait très vite franchement. C'est pour ça en fait ça m'a un peu perdu, tu vois. Non mais c'est vrai, enfin il y a beaucoup de choses qui sortent, donc j'avoue que j'ai lu le début, j'ai bien aimé, mais c'était pas un immense coup de cœur pour moi. Du coup forcément il a fallu faire un choix. Bon bah voilà, j'ai pas continué, mais c'est pas... je pense que je le lirai quoi. En fait c'est un peu le revers de la médaille, c'est allé vite mais en même temps ça se justifie dans le sens où c'est un des mangas où il y a une forte montée en puissance. Donc les premiers tomes sont gentillés, et plus on lit, plus on se rend compte que les personnages se développent, que l'histoire monte en puissance, monte d'un cran, etc. Et moi ça devient une des séries dont j'attends le plus avec impatience le nouveau tome. Voilà, donc mon numéro 6. Mais il faut que je m'y remette parce que en fait j'ai vraiment envie de trouver un shonen que j'aime, parce qu'en fait ça fait, tu vois, quand j'étais ado j'avais toujours un shonen que j'étais en train de lire, Fleuve, voilà, qui était un peu présent dans ma vie, et en fait maintenant j'ai plus ce truc, voilà, j'ai plus ce genre de lecture, et c'est quelque chose qui me manque parce que même si effectivement j'adore le shoujo et j'en parle sur ma chaîne, j'adore aussi, j'adore le manga en général, et j'avoue que j'aimerais bien pouvoir lire un peu plus souvent du shonen, et pour le coup c'est un shonen intéressant, donc voilà, à suivre, peut-être que je vous en parlerai bientôt. Ensuite, numéro 5, le vendeur du magasin de vélo. C'est dur. Ok, je sais pas ce qu'ils ont cette année, mais c'est l'épidémie des titres longs. Et parfois en anglais en plus, c'est pour rendre la chose plus complexe. Mais bref, le vendeur du magasin de vélo, c'est un manga qui est sorti au Lézard Noir en petit format, donc c'était plutôt surprenant. Donc c'est un vrai tournant en fait, un petit peu dans leur maison d'édition en tout cas. Et c'est un titre qui est assez simple au final, c'est une romance adulte qui se passe dans le monde pas dans le monde du travail, mais avec des personnages qui sont adultes, qui travaillent, qui ont une vie tout à fait classique quoi. Où on suit du coup une petite employée de bureau qui va croiser le chemin du vendeur de magasin dans le magasin du vendeur du magasin de vélo, voilà. Et ce vendeur est donc a une apparence un peu, il fait un peu voyou, marginal, voilà, marginal, et donc elle va avoir au départ un peu des préjugés, et en fait par la suite on va se rendre compte que c'est un petit chou à la crème. Mais c'est des préjugés en manga en fait. Voilà, mais du coup c'est vraiment un titre que je trouve hyper intéressant, parce que je pense qu'en tant que lectrice de shoujo et de romance, en vieillissant en fait, c'est vrai que les romances collégiennes, lycéennes, peut-être qu'on s'y retrouve un petit peu moins, même si j'aime toujours, ça peut toujours être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir en fait des titres avec des personnages un peu plus âgés pour pouvoir plus s'y retrouver, trouver des thématiques qui font un peu plus écho à notre vécu, et du coup c'est un super titre que j'adore. Préparez les mouchoirs pour le tome 2, il y a déjà 3 tomes actuellement, très très bien. Mon numéro 5, c'est Colette, qui est dans le top 3 de Chloé, du coup voilà. On va spoiler un petit peu, on va pas vous en parler en détail, mais voilà, sachez que c'est très bien, c'est un manga de Moyoko Hano,
qui a écrit Chocolat et Vanilla entre autres. Et Sakuran qui est sorti cette année aussi. Tout à fait, en réédition. Donc voilà, ça parle de maison close, on vous tease on un en petit parle peu. après. Ensuite, mon numéro 4 qui est aussi le numéro 2 de la triche de Laureline, parce qu'elle a mis 2 titres sur le numéro 2, donc c'est moi qui vais... Ouais, on sait, voilà. Bon bref, on va parler de manga, ce que vous devez retenir. Du coup, moi c'est mon top 4, et Laureline l'a aussi beaucoup apprécié, donc on va un peu en parler ensemble. Je sais plus si j'ai eu le titre. Hirayasumi, du coup, de Keigo Shinzo, qui est aussi sorti au Lézard Noir. C'est un titre sur lequel je m'étais pas spécialement attardée au départ. C'est à force d'entendre de très bons retours que je me suis dit ah bon ben tiens, faut que j'essaye. J'avais lu Summer of Life en fait de l'auteur que j'avais pas spécialement aimé. Non plus. Ouais, en plus on m'avait vendu le truc en mode oui Tayu Matsumoto, du coup j'avais des attentes énormes et j'avais pas spécialement aimé. Bref, fin de la parenthèse. Hirayasumi. Hirayasumi, c'est le quotidien d'un jeune homme qui a la vingtaine, trentaine, ouais, j'aurais dire fin de vingtaine, quelque chose comme ça. Qui par un concours de circonstances va hériter d'une maison et sa cousine va débarquer dans sa vie pour venir vivre en fait dans cette maison beaucoup plus jeune effectivement, elle est au début de ses études. Ils vont cohabiter, en fait on va voir un petit peu sur le quotidien de ces deux personnages. Il faut savoir que le personnage principal c'est un peu le gars qui aurait pu réussir des trucs assez fous dans sa vie et qui en fait a pas... Enfin par plusieurs, c'est ça. Et un peu passé à côté de son quart d'heure de gloire on va dire, et en parallèle on a cette jeune fille qui est au début de ses études, qui a plein d'ambition, les deux visions de la vie se heurtent un petit peu, enfin se frottent en tout cas. C'est ça, et en fait c'est un titre qui est très simple finalement, enfin je veux dire c'est un manga du quotidien, on n'est pas sur un truc fantastique, il n'y a pas d'éléments paranormaux ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est quelque chose de très efficace parce que c'est très subtil dans l'écriture des personnages, dans leurs liens, dans le microcosme qui se développe autour des personnages, parce qu'il y a tout plein de petits personnages qui vont venir rayonner autour et apporter un peu de densité à l'histoire, et c'est vraiment un titre que j'adore, qui me fait hyper plaisir, que j'aime vraiment, que j'attends les tomes avec impatience à chaque fois, bon je dis ça mais j'ai pas encore lu le tome 4 un petit moment, mais bon mais c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup, et en fait je pense que j'en parlais sur un live avec PA et tout, je pense que s'il nous parle aussi autant c'est parce que ça correspond peut-être un peu aussi à la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que tu vois on est un peu dans cette enfin on est un peu en fin de vingtaine aussi, donc on est un peu on est à l'entre-deux, donc on a encore un peu d'ambition, c'est ça. Et le début de la désillusion, du coup on se retrouve dans les deux personnages autant presque. Exactement, du coup il y a un peu ce truc, on se retrouve un peu dans les deux personnages, et c'est vraiment un super titre. Bien sûr il faut pas forcément avoir l'âge des personnages pour te faire du sens, mais en tout cas c'est vraiment un très beau titre que je recommande vraiment. Je n'en dirai pas plus, tout a déjà été dit, c'est parfait, je l'adore, il est incroyable ce manga. Et en plus c'est super bien dessiné, les personnages sont trop mignons. Voilà, et puis même, attends décale-toi, hop, ce qu'on voit, il est là, donc si je l'ai mis là c'est que c'est bien. Mon numéro 4, c'est Oshi dans le jardin des filles de Yamawayama, également pas facile à dire, qui est un manga que j'attendais beaucoup puisqu'en fait j'ai découvert cette autrice en 2020, donc ça commence à remonter. En fait son one shot précédent qui s'appelle Captivated Bayou, pas encore publié en France mais on l'attend. Mais dispo en anglais si jamais. Oui, au cas où. En fait elle avait été nominée pour le Konomanga Gasugoi, donc une sélection de libraires qui mentionne les mangas intéressants parus dans l'année, et je l'avais lu dans la foulée, donc j'avais été hyper en fait interpellée par son trait et par son humour qui était déjà très identifiable, très en même temps mêlant absurde et en même temps du slice of life, des personnages assez hauts en couleur, assez originaux qui sortent un peu des clichés des sentiers battus, et en fait on retrouve exactement tout ça dans Oshi dans le jardin des filles, je vais y arriver, qui est en fait l'histoire du quotidien d'un professeur de lycée, dans un lycée pour filles, et qui va un peu suivre ce microcosme d'élèves qu'il a, qui sont toutes plus farfelues les unes que les autres, et c'est hyper agréable à suivre, parce que même s'il ne se passe entre guillemets rien, et qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, c'est génial. Je sais même pas comment le dire autrement, vraiment ça me fait rire, c'est brillant comme humour, ça arrive à capter en fait l'essence de comment on peut être décalé à cet âge-là. Et je me retrouve beaucoup dans plusieurs des situations où vraiment c'est très drôle, et j'adore le slice of life, donc l'un dans l'autre j'ai adoré Oshi, et vraiment c'est très original je trouve dans sa façon
de dépeindre ça. Je vous renvoie à la vidéo de Murmure. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Donc mon copain a fait une vidéo dessus. La vidéo s'appelle Dessiner l'humour. On l'a vu 300 fois ou pas? Moi je l'ai vu 300 fois parce que forcément c'est à côté de moi. Mais voilà, c'est une très bonne vidéo qui justement analyse sa façon de mettre en place l'humour. Donc je vous invite à aller la voir évidemment. Très très bonne vidéo. Voilà, excellente même. L'heure est grave. On rentre dans le top 3 des nouveautés. Hein. Attention parce qu'il y a des choses que j'ai aussi beaucoup aimées qui pourraient être dans mon top 3, mais c'est bien les nouveautés de 2023. Et dans mon top 3, on a donc Colette, qui du coup, toi, fait partie de ton top, c'est dans le numéro 5 pour toi. Donc Colette de Moyoko Hanno, qui est un titre que j'ai découvert cette année, que j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé Sakuran et j'étais vraiment curieuse de découvrir Colette. Et j'ai pas été déçue du tout. Même je crois que j'ai une préférence pour Colette. Mais c'est mon préféré de Moyoko Hanno. Ouais, après en vrai, tout est très bien quoi. Enfin, puis si tu lis Colette, c'est intéressant de lire Sakuran en parler. Bref, Colette, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Colette, spoiler. On ne s'en notait pas. Qui est en fait une prostituée dans une maison close. Dans le Paris des années 1900, donc c'est voilà. début 20e, fin 19e. Voilà. Et donc en fait on suit le quotidien de cette jeune femme, mais aussi par extension des autres femmes qui sont dans cette maison close. On voit un peu le rapport qu'elles entretiennent avec leurs clients, avec les personnes de l'extérieur aussi, et en fait c'est un titre qui est très intéressant parce que il apporte, je pense, un regard nuancé en fait sur la prostitution. C'est à dire que c'est ni quelque chose de vu comme absolument atroce, parce que parfois il y a des moments quand même plutôt positifs dans leur vie, mais en même temps ça ne met pas sous le tapis toutes les dérives et toutes les choses qui sont extrêmement violentes et toutes les choses que subissent ces femmes. Donc en fait c'est vraiment nuancé, on a vraiment toute l'horreur mais quelques moments de grâce qui quand même permettent d'apporter une vision nuancée en fait de la vie de ces femmes et pas de les stigmatiser. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire que ça touche vraiment du doigt en fait à quel public ces établissements s'adressent, qu'est-ce que c'est la perversité, qu'est-ce qui est acceptable de faire ou pas, tout ce qui est un peu la bien-pensance et le contexte un peu judéo-chrétien dans lequel on évolue et à quel point ça a impacté notre sexualité. Tout ça en fait je trouve hyper bien évoqué dans le manga. Ça parle aussi de relations toxiques en fait, parce qu'elle a quand même un partenaire qui fait partie de l'extérieur et duquel elle est dépendante, et il y a quelque chose qui est assez malsain entre les deux et c'est jamais romantisé. Ça parle aussi d'écriture. Oui, carrément. Parce qu'il y a quand même tout à fait, un moment riche ce manga. Non mais vraiment il y a énormément de choses à dire, c'est une grosse brique, mais ça vaut vraiment le coup de se plonger dedans. Et c'est sublime, graphiquement c'est sublime, et je trouve que pour le coup elle s'approprie très bien l'univers de cette époque pour faire quelque chose de très beau. Par contre petit trigger warning, ça reste quand même un titre qui est violent, un titre qui est quand même très cru, c'est à dire qu'on retrouve explicite sexuellement. Ouais voilà c'est ça, donc c'est pas le truc, si vous êtes sensible à ces choses là, c'est pas du tout le genre de choses que je vous conseille. Il faut quand même être bien préparé à lire ça, voilà, que ce soit un bon jour, voilà, c'est pas c'est quand même pas un titre facile, pas anodin, voilà. Et ça vaut le coup de le mettre en parallèle avec Sakuran, qui est aussi un titre qui parle de prostitution, mais cette fois au Japon. Donc c'est un petit peu, je crois qu'elle a fait un triptyque en fait autour de la prostitution. Il y a un autre titre qui est pas dispo mais qui en parle aussi. Donc voilà, c'est vraiment une thématique qu'elle aborde régulièrement dans son œuvre, donc voilà. Mon numéro 3, Les Âmes Enflammées, qui est une superbe découverte, parce que jusqu'à présent j'ai beaucoup dit je reste dans ma zone de confort, j'attendais la publication, et en fait j'en ai marre de ne jamais être surprise dans le manga. Et bien je l'étais avec ce one shot là, qui est un recueil d'histoires courtes. Merci Glénat d'avoir publié en France. Et pour le coup c'est une surprise aussi pour l'éditrice, hein. Satoko Inaba elle en parlait, elle disait que c'est un truc qu'elle a découvert un peu par hasard justement. Mais c'était en publication je crois sur internet initialement. Ouais c'est ça, mais ça a été une surprise autant pour l'éditrice au départ que pour nous, donc c'est cool de proposer un titre un peu différent quoi. Tout à fait, et en quoi c'est si bien, en fait j'ai l'impression que ça touche la quintessence du féminisme, des questions de genre, des questions de domination, à travers plein de petites scénettes différentes avec des personnages qui sont à différents moments de leur vie, et chacune se complète. C'est-à-dire qu'au début peut-être on se dit bon ça va parler de façon un peu cliché de féminisme, et en fait non, au fur et à mesure que ça se déroule, on se rend compte à quel point l'autrice a vachement réfléchi sur le sujet, que c'est une analyse qui est extrêmement fine
qu'elle positionne ces thématiques-là dans plein de contextes différents. Et en plus, graphiquement, c'est quand même très sympa. La couverture est très belle, je trouve. La couverture est très belle, mais je trouve qu'à l'intérieur, le style est peut-être un peu différent. C'est plus simpliste, c'est plus. Mais c'est quand même un style pas commun dans le manga. En tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant si vous avez envie, si vous êtes attaché à des styles graphiques un peu différents, vous avez envie de découvrir quelque chose. Pour le coup, il y a une vraie différence. Le fond et la forme, elles sont tout aussi intéressantes. Et ce que je rajouterais, c'est l'utilisation du fantastique, parce que quand même il y a un élément un peu surnaturel qui apparaît donc dans le réel et qui est très bien utilisé. Ça sert vraiment son propos. C'est vraiment intéressant parce que du coup t'as pas expliqué l'histoire, mais du coup c'est vrai que j'ai pas mentionné le lien entre toutes ces histoires, mais c'est ce fameux élément fantastique qui est en fait incarné par le personnage de Umura, donc la flamme, qui est une espèce d'esprit en fait qui vient réveiller les personnages qui sont dans le charnière de leur vie, qui vivent quelque chose qui les dérange ou quelque chose de un peu en porte-à-faux en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, ils se posent des questions, ils prennent du recul, et c'est à ce moment-là que le personnage de la flamme arrive, qui sert un peu de lien et de déclic et de déclic presque féministe ou de déclic de déconstruction en fait à ces personnages-là. C'est ça, en fait, on a des personnages qui traversent un moment difficile ou particulier ou quelque chose comme ça, et en fait, on a ce personnage qui intervient et qui permet en fait le basculement en fait. Moi, je l'ai pas lu. En fait, je l'ai lu en diagonale pour préparer un live de Glénat parce qu'il était pas encore sorti et je l'ai pas relu en entier depuis, mais j'avais déjà beaucoup aimé. Il faut que je me pose pour le relire. Mon numéro 2, c'est Jean Bride, donc vraiment un top. Non, j'allais dire presque que Glénat, mais non, mais c'est le tien qui est Glénat et moi Glénat. Ouais. Jean Bride, c'est vraiment un titre que j'ai adoré. Vraiment, il y a 2 tomes. Elle me harcèle avec. Ouais, grave. Non, mais vraiment, c'est vraiment une super découverte. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Ichi, je sais plus quoi, voilà, qui en fait, dans son quotidien, subit beaucoup de remarques sexistes. Dès le début, c'est quelque chose qui est pointé du doigt et mis en avant. Elle est vraiment très agacée par cette situation. Donc, c'est quelque chose. C'est un titre qui véhicule vraiment un propos féministe. Et en fait, du jour au lendemain, il y a un jeune homme qui débarque dans sa vie qui lui dit écoute, il faut qu'on parle parce qu'en fait tu as été la femme de ma vie. Et en fait elle comprend pas trop le pourquoi du comment ce mec débarque, elle sait même pas qui c'est, elle s'en souvient pas spécialement, mais en fait on va comprendre par la suite qu'ils sont liés par une espèce d'école dans laquelle ils étaient quand ils étaient petits, et que cette école était vraiment très spéciale, très particulière. On n'en sait pas trop au début du tome 1, mais il y a quelque chose qui se trame dans cet établissement qui aurait permis du coup la mise en place de cette relation liée à une forme de mariage, on ne sait pas trop en tout cas pour le moment. Et donc voilà, il y a tout un pan féministe, mais aussi tout un côté mystère où on a vraiment envie de savoir en fait ce qui se passe, avec vraiment des plot twists, c'est-à-dire qu'à la fin du tome 1 il y a un gros cliffhanger, on comprend pas ce qui se passe, et voilà, c'est vraiment ce genre de récit qui donne envie de tourner les pages et d'enchaîner. Et c'est un titre que j'ai adoré parce que vraiment il associe tout ce que j'aime, à savoir les questions féministes qui sont bien traitées pour le coup, parce que parfois quand tu lis un texte japonais, ça correspond pas toujours à ma vision, ou ça me parle pas toujours, ou alors ça va assez loin en fait dans la démarche. Là en l'occurrence, je trouve que pour le moment c'est plutôt cohérent, et ça sert vraiment le développement de l'histoire. Et surtout parce que ça rejoint en fait des titres que j'adore, alors peut-être pas non plus comme Seven Seeds ou quoi, mais moi j'aime vraiment ces titres où on a envie de savoir la suite, où il se passe plein de choses, il y a du mystère, des retournements de situation, et pour le coup ça coche vraiment toutes les cases pour moi. Le seul truc que j'aime moins, c'est vraiment le style graphique, mais bon, ça c'est personnel, je trouve que c'est un peu rigide, un peu froid, mais honnêtement vous arrêtez pas à ça si c'est une chose qui vous dérange, parce que l'histoire est vraiment géniale, et voilà. Et aussi dans le deuxième tome, à la fin du tome 2, il y a une interview croisée qui fait quand même 4 pages de Tomoko Yamashita, l'autrice d'Entre les lignes, et l'autrice du coup de Jean Bride. Donc c'est vraiment un titre rejoint le travail d'une autre autrice que j'adore, donc qui était dans notre top de l'an dernier. Ouais, honnêtement voilà, c'est le truc à lire. Elle me l'a vendu là, c'est bon, je suis conquise. Voilà, t'es prête? Allez. Mon numéro 2, c'est le numéro 2 de la triche, car j'ai mis 2 mangas en un. Donc il y a Irayasumi dont on a déjà parlé, et surtout Skip and Loafer, qui je trouve sont un peu les deux revers de la même médaille. C'est 2 mangas de Slice of Life où il y a une provinciale qui arrive à Tokyo. Du coup je les mets un peu en parallèle parce que ça me procure les mêmes émotions quand je les lis. J'adore Skip and Loafer, c'est vraiment la quintessence du Slice of Life lycéen. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des histoires d'amour, d'amitié, c'est jamais binaire, c'est toujours dans la subtilité, dans la justesse, c'est extrêmement drôle aussi.
C'est des personnages qui sont un peu atypiques dans leur caractérisation, ou en tout cas, dès qu'ils commencent à se déplier, quand on progresse dans la lecture, on se rend compte que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait au début. Et voilà, c'est juste un manga qui me fait avoir un énorme sourire quand je le lis, c'est extrêmement agréable. Et je trouve que ça fait du bien en fait d'avoir des ouvrages comme ça qui sont qui sont un peu transgénérationnels, parce que je pense que c'est hyper bien de lire ça quand on a l'âge des personnages et même plus âgé en fait. Il y a un sentiment de nostalgie assez fort parce qu'il arrive à encapsuler un peu tous les questionnements, toutes les interactions que en tout cas moi j'ai pu avoir à cet âge là. Donc voilà, c'est un peu mon bonbon, et même les moments me manquent pour exprimer à quel point il est bien, parce qu'il est quand même très haut dans le classement, alors que bon, j'en parle en des termes plutôt simples, mais vraiment faut pas s'arrêter à ça. Et pour moi c'est un des meilleurs une des meilleures romances lycéennes qu'il y a sur le marché actuellement. Et pour la 350e fois que je vous présente, j'en peux plus. Moto Hagio avec le clan des pauvres. Elle le mérite, elle le mérite. C'est mon numéro 1 du coup des nouveautés de cette année. Honnêtement, lisez le clan des pauvres, lisez du Moto Hagio, je sais pas ce que vous attendez honnêtement. J'en ai parlé en long, en large et en travers sur divers lives et sur ma chaîne YouTube, mais le clan des pauvres c'est le récit de Maribel et Edgar. Oui. Ou Alan, j'en doute. C'est Edgar le frère? Je l'ai lu en 2020 donc. Souviens-toi s'il te plaît. Non, c'est Edgar je crois, qui sont frères et sœurs et qui ont la particularité d'être des Vampanella, donc une forme de vampire qu'a inventé en quelque sorte Moto Hagio en reprenant le mythe. Et c'est un récit qui est complètement découpé en plusieurs périodes, c'est-à-dire qu'une histoire courte correspond à une période temporelle, mais il n'y a pas forcément, on n'est pas dans une suite chronologique en fait, il faut vraiment recoller les morceaux pour comprendre. Et c'est un titre tellement puissant, innovant, moderne, tellement parlant aussi encore aujourd'hui dans ses représentations, dans tout quoi. C'est vraiment un récit à lire et j'ai pas spécialement envie de m'attarder parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé et je vous invite à aller voir ma vidéo sur Moto Hagio à la limite si vous voulez vraiment vous renseigner dessus. Mais moi le clan des pauvres ça a été vraiment un immense coup de cœur et il n'y a pas de doute là-dessus quoi. C'est vraiment s'il y a bien, je vais pas dire que s'il y a un titre à lire sorti en 2023 c'est le clan des pauvres, mais en tout cas s'il y a un titre sur lequel il faut se pencher parce que ce serait dommage de passer à côté de cette autrice, c'est bien le clan des pauvres. Je suis complètement d'accord et je rejoins tout ce que Chloé a dit. Je l'ai pas inclus dans mon top 10 alors que ça aurait pu, parce qu'en fait je l'ai lu en 2020, donc ça remonte il y a un certain temps sur l'édition américaine. Oh là là, mais t'es trop avant-gardiste. C'est ça. Non, et là vraiment j'étais à Angoulême justement pour Moto Hagio avec Chloé, et l'exposition ça m'a tellement émue de voir ces planches originales que ça me donne vraiment envie de m'y replonger, et là je pense que je vais m'enchaîner les 2 tomes en français. Le coup. Ouais, voilà. Il y a ça aussi, la langue mine de rien ça met une légère barrière parce que je suis pas non plus bilingue absolue, et il y a quand même une finesse d'écriture et un contexte assez parfois ancien en fonction des époques, etc. Donc, je crois que c'est Miyako Slogomon qui s'occupait de la traduction française, plutôt gage de qualité. Voilà. Enfin, je crois que c'est elle, j'ai un doute, mais je crois que c'est elle. Voilà, donc j'aime énormément aussi le travail de Moto Hagio et je rejoins tout ce que Chloé en a dit. C'est vraiment un titre sur lequel se pencher, vraiment ne surtout pas passer à côté. Oui, c'est important. Il est l'heure de mon numéro 1, qui n'est autre que Sleeping Dead. Gros outsider, Chloé me juge énormément. Je l'ai pas lu, mais j'ai eu beaucoup de préjugés. Voilà, donc je vais essayer de débunker ces préjugés là. Donc c'est un yaoi de Nemui, ça commence très mal, Asada Nemui, que je ne connaissais pas, donc encore une fois très grosse découverte pour moi, et qui en fait n'est pas à mettre entre toutes les mains, donc ça c'est sûr. C'est pour ça en fait que j'ai pas envie de le lire. Il y a beaucoup de trigger warning, donc pour ce qui est de violence sexuelle, physique, gore, viol, ça donne envie. torture, mais c'est jamais gratuit. Donc le scénario en quelques mots, c'est l'histoire d'un espèce de un peu savant fou qui se retrouve à récupérer un cadavre dans la rue et à plus ou moins le ressusciter. Donc il y a forcément un peu une dimension Frankenstein dans l'histoire. Seulement la créature qu'il vient de créer, qui est un peu son chef-d'œuvre, ne peut survivre qu'en se nourrissant de chair humaine. Donc ça pose toutes des questions d'éthique pour comment continuer à nourrir sa créature. Bon, déjà il y en avait un petit peu avant. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment fini en 2 tomes, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a autant marqué, parce qu'il y a une fin, donc c'est assez satisfaisant à lire de bout en bout. C'est extrêmement malsain, mais paradoxalement, c'est... Ça donne envie, hein, vraiment. Non mais j'essaie d'amener le truc. Pourquoi ça m'a autant touché? Parce qu'en fait c'est...
la meilleure et la seule en fait représentation de safe sex non pénétratif entre personnes trauma, neuroatypiques et queer que j'ai lu de ma vie. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est très wokiste. C'est très wokiste, c'est très niche, mais en fait c'est hyper important, je trouve, d'avoir ce genre de représentation. En fait, là, vous allez vous dire, mais dans quel contexte une histoire d'amour a pu se développer? Et c'est ça qui est très beau, en fait, c'est que c'est extrêmement bien écrit dans la façon dont les traumas des personnages vont être amenés, dans le fait qu'ils commettent des choses horribles mais que eux-mêmes en fait ne prennent pas plaisir à commettre ces horreurs là. Donc il y a vraiment constamment une question, un vis-à-vis entre la morale et ce qu'ils sont forcés de commettre, donc il y a un côté très tragique, très shakespearien. Ouais, et puis ça questionne la monstruosité en fait. Complètement, et ça parle aussi beaucoup d'homophobie. En fait, puisque c'est effectivement un thème sous-jacent, et on va voir un peu les deux personnages en fait se réparer un peu mutuellement sans que ça bascule dans quelque chose de codépendant ou que ça efface les violences qui font vivre l'un à l'autre, parce qu'au bout d'un moment il y a quand même besoin de discuter des choses et l'autrice ne passe jamais à côté de ces moments-là, ce qui permet vraiment de construire une histoire d'amour cohérente. Et en fait voilà, je pense que objectivement c'est une excellente histoire, mais si je l'ai mis aussi haut, que c'est mon top 1, que c'est ma meilleure lecture de l'année, c'est parce que vraiment ça m'a touché à un niveau ça très très profond, ça a dialogué et résonné très fort en moi. Donc voilà, vraiment j'ai pas d'autres mots pour vous le décrire, si ce n'est que effectivement je pense qu'il faut pas le lire n'importe quand. Moi j'ai fini en larmes en fait, vraiment avec des gros sanglots, donc c'est assez dur à lire. Après t'as le sanglot facile. J'ai le sanglot facile, c'est vrai, mais c'est assez drainant émotionnellement, c'est très beau, c'est très doux amer, et voilà. Violent. Et violent. Parce que tu trouves ça beau et doux amer, mais c'est quand même... Oui, c'est quand même très violent accessoirement. Mais c'est pas gratuit. Oui, mais c'est violent. Oh, voilà, c'était mon top 1 et je suis très contente d'avoir découvert cette autrice. Mais si s'il vous plaît, lisez Sleeping Dead, juste peut-être pas si vous êtes trop jeune ou trop sensible sur ces questions-là. Mais si ça vous effraie pas, ben je pense que c'est... Enfin, si ça vous effraie, vous passez à côté d'une très belle représentation et très belle histoire d'amour. Bah je passerai à côté. Et donc, on va passer au moment que vous attendez tous, le moment où je vais plus parler que Laureline, et oui parce qu'on est quand même sur ma chaîne. Je pense que je suis un peu tu sais une boomeuse, tu vois, genre moi j'aime pas les titres qui sont sortis cette année, genre je suis obligée de vous parler de trucs voilà bref. Et toi t'as un titre dans cette catégorie. C'est ça. Moi j'ai 6 titres qui sont sortis avant 2023 et que j'ai adoré. Ça va être le monarque de Chloé. Moi je vais faire des hochements de tête parce que c'est que des trucs que j'ai adoré aussi dont elle va parler. Ça dépend, il y a des choses peut-être. On va se battre. Et donc on commence tout en bas de mon classement avec Paka. Donc Paka qui est un manga en 5 tomes qui parle on est dans un collège ou un lycée, j'ai un doute, je sais plus. Mais ouais, voilà, un établissement scolaire, et du coup on se retrouve avec un personnage masculin qui en allant se baigner lui arrive un souci, on comprend qu'il y a un truc surnaturel qui se passe et le seul moyen de le sauver c'est une camarade de classe qui passe par là et qui en fait est une kappa et qui va lui transmettre plus ou moins ses pouvoirs et donc le sauver à ce moment là. Donc il y a quand même une dimension fantastique, surnaturelle, et il y a aussi vraiment le côté très terre à terre, slice of life, romance lycéenne qui se mêle. C'est un triangle amoureux. Alors moi d'habitude les triangles amoureux j'en ai un peu ras le bol, mais là c'est plutôt bien fait. L'histoire est vraiment prenante et bah je trouve que ça fonctionne très bien du début à la fin, c'est en 5 tomes. Il y a ce truc un peu hors du temps où en fait c'est vraiment une lecture à lire l'été, enfin je sais pas, c'est ambiance... Ouais. Je sais pas si tu vois dans les animés t'as toujours ce moment l'été, tu vois, où t'entends les cigales. Voilà, c'est ça, tu vois. Bah, c'est vraiment ce contexte là Paka, et voilà, moi en plus je l'ai lu cet été. J'avais acheté le tome 1 à la Japan Expo et en fait j'ai tout acheté en... C'est plutôt récent aussi, tu dis que t'aimes pas les nouveautés mais c'est juste une nouveauté de l'an dernier. Oui voilà, non je suis pas une boumeuse en vrai. mais ouais, voilà, très bon titre. Avant que Chloé parte sur son monologue, je glisse ma meilleure lecture de l'année qui est vraiment le manga qui m'a drivé, qui m'a transporté, qui m'a fait ressentir des émotions extrêmement fortes, qui n'est autre que Chaya Furu. Incroyable manga de sport, et je dis bien de sport parce que même si ça parle de Karuta qui est effectivement un jeu de cartes plutôt statique en fait, et même plutôt presque on pourrait penser méditatif, puisqu'il s'agit d'écouter des poèmes qui sont récités et de réagir quand le début du poème se lance, de taper sur la carte qui correspond à la fin du poème. Donc vous allez dire mais c'est
complètement obscur comme concept, oui, mais ne vous arrêtez pas à ça parce qu'en fait ça crée des séances de combat dantesques et de combat, oui, c'est le mot, enfin le vocabulaire le lexique est plutôt militaire, mais en réalité on voit vraiment les personnages, donc on suit dès leur jeunesse, donc dès le moment où ils découvrent le karuta en primaire, et il y a une petite ellipse et après on les retrouve au lycée. En fait, le manga fait énormément de tomes, il est publié chez Pika actuellement depuis longtemps et un peu délaissé malheureusement. Je vous invite très fortement à vous y pencher parce que ça vaut le coup. Encore une fois, comme Sounds of Life, d'ailleurs ils sont souvent comparés, le manga qui parle de Koto que j'ai mentionné plus tôt, il y a une montée en puissance en fait qui est magistrale. On voit tout un corpus de personnages, tout un panel de personnages interagir les uns avec les autres, grandir ensemble, se questionner sur plein de sujets dans leur vie qui sont mis en vis-à-vis avec leur pratique du karuta, un peu à la manière de ping-pong de Taiyo Matsumoto. C'est extrêmement bien fait. Vraiment, ça fait 50 tomes, mais c'est 50 tomes qui sont mieux écrits. Enfin, chacun est mieux écrit que le précédent. À la fin, on se retrouve sur des combats qui durent, des matchs qui durent plusieurs tomes, un peu à la manière de Real ou de Slam Dunk de Takehiko Inoue, pour vous donner un niveau d'intensité en fait. Et vraiment, je n'ai pas d'autres mots si ce n'est que c'est magistral. Donc vraiment, ne passez pas à côté de Chayafuru en tant que fan de manga de sport et de contexte de vie lycéenne. Je ne peux que vous le recommander. Et c'est un shoujo. Et c'est un shoujo. Et pour l'aspect romance qui semble important, en tout cas quand on regarde les couvertures, puisque c'est très floral, etc. Ça semble un peu cheesy. Il y a aussi une dimension triangle amoureux, mais qui en fait est au même pas deuxième plan, même pas troisième plan, et au sixième plan de l'histoire. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui va suivre les personnages, mais en filigrane. Et pour autant, quand il y en a, c'est de la top romance. Mais il y en a extrêmement peu. Et enfin, moi je trouve que le dosage est très bien parce que j'étais là vraiment pour lire un manga de sport plutôt qu'autre chose. Et en fait, ça a tenu ses promesses, on va dire. Et maintenant, en fait, je le place dans mon top 3 des meilleurs mangas de sport, aux côtés de Ping Pong par exemple ou Shield 21. Et il faut savoir que Laureline adore les mangas de sport. Oui, donc j'en ai lu pas mal. Je dis pas ça parce que c'est les 3 que j'ai lu de ma vie, quoi. C'est ça, c'est vraiment un truc que t'apprécies et dans lequel t'as une certaine expertise. C'est ça, on peut dire ça. Merci. Voilà. À noter que c'est pas fini, mais là on est sur la dernière ligne droite, puisque je crois que le tome 43 ou 44 vient de sortir, c'est fini en 50 tomes. Je l'ai fini car je n'ai pas pu me retenir, j'ai lu la fin en scan, mais je les achète toujours dès qu'ils sortent. Et vraiment, penchez-vous-y, ne vous laissez pas effrayer par le nombre de tomes, parce qu'après tout, si on lit un Naruto de 72 tomes, pourquoi on lirait pas un Chayafuru en 50 ? Je vous pose la question. Et surtout, c'est quand même important de soutenir un des rares shoujo fleuves dispo en France. Alors moi perso, j'ai pas aimé. Mais si vous t'as lu les 2 premiers tomes et demi, t'es même pas passé mais je sais pas. Après, je pense que en vrai, j'ai vraiment eu une période manga de sport. Oui, c'est aussi. Et là, je suis un peu moins. De goût. Ouais, voilà. Après, c'est personnel aussi, tu vois. Après, c'est du coup, on ne peut plus jamais s'adresser la parole, mais. Oui, voilà, c'est. C'est comme ça. Ensuite, pour continuer avec les one-shot BL que vous pouvez conseiller à votre maman, qu'on a eu à vos côtés, et ben je vous recommande Tango d'Estem. C'est un one-shot aussi, plus dispo je crois, mais en vrai très facilement trouvable d'occasion. Et c'est un recueil d'histoires courtes en fait. Graphiquement c'est ouf, l'histoire, il y a plusieurs histoires du coup, mais ça fonctionne super bien. C'est du BL, mais du BL pas trop... Tu l'as lu toi aussi? Oui, je l'ai lu. C'est pas cru, c'est pas trop graphique. Voilà. C'est vraiment une très bonne porte d'entrée et ça a été une très bonne découverte pour moi. Je m'attarde pas plus parce que c'est un petit recueil d'histoires courtes et parce que sinon je vais vraiment faire un monologue très long. Mais voilà. Ensuite, numéro 4. Ouais. Je vais pouvoir intervenir. En fait, j'ai eu. Il faut savoir que quand j'étais ado, il y a un moment dans ma vie qui a été un moment charnière. Ça a été mon obsession pour le Shisengumi. Je pense qu'absolument tout le monde a eu cette obsession, surtout chez les jeunes femmes avides de. Contenu potentiellement homo-romantique et shippable. Voilà, c'est ça. Et historique aussi. C'est ça. Donc j'ai eu une très longue névrose avec Akuoki, Gintama que j'ai lu pour ces raisons-là. J'ai lu quoi d'autre? Akuoki qui est un visual novel que Chloé m'a fait découvrir. Ensuite, enfin bref, j'en ai lu plein quoi. Et c'est une obsession que j'avais un peu enfouie en moi par honte. Et il ne fallait pas puisqu'en fait j'ai pu ressortir tout ça avec le titre Kaze Hikaru qui est complètement disponible en français, difficilement trouvable en anglais, bonne chance, voilà. Et Kaze Hikaru c'est en fait l'histoire d'un personnage féminin qui suite
au décès des membres de sa famille qui ont été tués voilà, dans des circonstances extrêmement violentes et traumatisantes, va intégrer Shinsengumi parce que elle s'est fait sauver par un membre du Shinsengumi à ce moment-là et que du coup elle se dit que qu'elle a envie d'aller là-bas. Et donc en fait il y a vraiment c'est vraiment un titre intéressant parce que c'est vraiment du slice of life, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de suivre une milice qui combat, qui a des moments très violents. On n'a pas expliqué ce que c'était le Shinsengumi en fait. Ouais c'est vrai. Bah vas-y. Non. Fallait me le dire avant là, j'ai pas révisé. Non, bah sans rentrer dans les détails, c'est comme Chloé l'a dit, c'était un peu la police de la fin de l'époque d'Edo, du début de l'ère Meiji, donc ça correspond à la restauration, le 19e siècle, grosso modo. On suit cette transition du moment où les samouraïs commencent à être illégaux, et donc on a ces hommes-là qui encadrent un peu le peuple, et que c'est l'ancêtre de la police en fait, tout simplement. Ouais, bah ouais. Ils étaient très proches du gouvernement. C'est aussi intéressant parce qu'à cette époque-là, donc il y a la figure de l'empereur, auquel le Shinsengumi a prêté allégeance, et la figure du shogun. Et donc justement tu les vois un peu osciller entre ces deux figures d'autorité. Et du coup en fait ce qui est intéressant c'est que du coup il y a ce côté assez violent voilà, d'une milice qui a des scènes de combat etc. Et en parallèle, on a vraiment des moments presque familiaux de slice of life où on a vraiment un groupe de personnages qui vivent ensemble. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, alors j'ai pas tout lu parce que c'est en anglais et c'est quand même très dense, quoi, ça fait partie des titres, faut y aller. Et c'est long. Et en plus, il faut quand même. Moi, je suis pas. Enfin, j'aime bien les récits historiques, mais je suis pas une fan d'histoire. C'est-à-dire que c'est quand même très ancré dans un contexte précis du Japon, et même si j'ai quelques connaissances, c'est quand même dense quoi. Et en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est vraiment un titre qui met en avant la violence des hommes. C'est-à-dire que vraiment j'ai trouvé que ça pointait vraiment du doigt cette violence masculine qu'on retrouve vraiment dans cette milice qui est quand même constituée principalement d'hommes. On voit toutes sortes de violences et en parallèle on voit aussi le fait que il y a le revers de la médaille, que c'est pas que des gens mauvais, mais enfin voilà, il y a quand même une certaine forme de violence qui est omniprésente, et ce personnage féminin se retrouve embarqué là-dedans. Elle se travestit, non? C'est ça, elle se travestit. D'ailleurs c'est je pense un des rares mangas où on a un personnage féminin chauve, enfin pas chauve mais avec la coupe traditionnelle des samouraïs, et vraiment je crois que ça part dans tous les sens cette explication. Mais vraiment c'est très bien. Ouais, j'ai pas lu mais ça donne beaucoup envie. C'est vraiment très bien. Je pense qu'on verra jamais ça en France. On l'aura jamais chez nous, mais c'est pas grave, c'est quand même très bien. Vive Kaze Hikaru. Ensuite on continue avec les titres en anglais indispo en France, mais je crois qu'un éditeur a plus ou moins teasé son arrivée un jour ou l'autre dans le paysage éditorial français, donc ne désespérez pas. Talk to My Back de Yamada Murasaki, c'est un titre que j'ai lu parce que j'entendais beaucoup de très bons retours à son sujet, et comment vous dire, oui c'est excellent. C'est à dire que c'est un recueil avec plein de petites histoires, vraiment les histoires sont pas très longues, c'est à dire qu'elles font vraiment quelques pages parfois, où on suit une femme au foyer, je crois à la fin des années 80, qui en fait raconte son quotidien, et c'est vraiment un titre qui pointe du doigt en fait ce que ça fait d'être une femme dans la société japonaise. Enfin ça fait aussi écho à ce que peut vivre j'imagine une femme à cette époque là en France, mais voilà c'est quelque chose qui pointe vraiment du doigt ces problématiques là, le fait d'être mère, d'être épouse, comment on gère ça, et aussi les petits moments un peu de grâce hors du temps. Il y a de très bonnes idées graphiques, ça se lit très bien, très facilement, si vous voulez lire en anglais c'est assez accessible aussi. Enfin ça a été vraiment un immense coup de cœur, c'est un titre qui est vraiment malin et qui est vraiment génial. Et il y a Mythos du podcast Bunko et Anachronisme qui avaient fait un podcast en commun sur la femme au foyer au Japon, qui était très intéressant, et ils revenaient dessus dedans, donc si ça vous intéresse pour avoir un avis plus détaillé, voilà. On va parler d'un sujet qui fâche, un sujet de Discord. C'est faux, c'est faux. Personnellement j'ai lu l'Académie Alice et je m'identifiais particulièrement dans le personnage de Mikan, et Otaru son amie, pour moi c'était vraiment Laureline, vraiment je m'identifiais, je me projetais dedans, j'étais très attachée au personnage, et j'ai voulu que Laureline lise le manga. Elle a lu 3 tomes. Au montage pour l'effet dramatique elle a plein d'images avec les deux personnages qui se font des papouilles, des regards amoureux. Voilà. J'ai bien aimé, y a pas de problème, c'est juste que je n'ai pas poursuivi car je les ai en scan. Mais maintenant que je suis chez toi, je vais pouvoir te les piquer. Non. Et oui, du coup c'est un titre que j'ai découvert cette année parce que j'avais lu la sorcière aux champignons. J'ai toujours envie de mélanger avec la sorcière du château Chardon. Voilà, c'est ça. Trop de sorcières. La sorcière aux champignons, j'avais bien aimé, et en fait j'entendais tellement de bons retours sur l'Académie Alice que je me suis dit qu'il était temps de m'y mettre.
Et comment vous dire, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un titre long qui s'adresse à un public plutôt jeune, type, enfin c'est pas un shonen, c'est un shoujo, mais en fait c'est un peu, je pense... My Hero Academia, tu disais. Oui voilà, je le mettrai en parallèle avec My Hero Academia dans les thématiques, en mieux écrit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi en tant qu'ado, j'aurais pu lire ce titre et m'y retrouver au même titre que un shonen que j'ai lu à cette époque-là, quoi. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir découvert l'Académie Alice à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais adoré, quoi. Et donc du coup, c'est un titre que j'ai découvert un peu plus âgé, mais qui m'a quand même beaucoup parlé. On y suit le personnage de Mikan, qui est un personnage qui a un pouvoir un peu particulier, ça s'appelle un Alice, d'où l'Académie Alice. Et ces personnes qui ont ce pouvoir doivent aller dans une école pour apprendre à utiliser leur pouvoir. On se rend compte par la suite qu'en fait c'est certes pour apprendre à utiliser leur pouvoir, mais aussi pour les contrôler, c'est-à-dire avoir ces enfants un peu sous contrôle, parce que leur pouvoir peut parfois être difficile à gérer et qu'il y a quand même des Alice très particulières. Et Mikan a notamment un ou une Alice, je sais plus, très spécial. J'en dis pas plus, mais il y a quelque chose autour de ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment un récit fantastique, mais il y a aussi des moments de pure slice of life avec plein de personnages, il y en a vraiment beaucoup, sur plusieurs générations, il y a vraiment des liens de filiation avec les parents, etc., qui étaient dans la même école. Bref, c'est vraiment un titre qui au départ semble plutôt simple, et puis qui en fait a plein de petites ramifications et s'étend vraiment avec tout un petit univers vraiment vaste. Et j'ai juste adoré, vraiment, c'est un récit que je trouve... très frais, passionnant. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est vrai. Et il y a juste une chose, parfois il y a une relation qui met hyper mal à l'aise, mais c'est la relation avec le prof. Mais bon, je pense que ça fait partie des choses qui n'ont pas très bien vieilli. Mais sinon, globalement, l'histoire a très bien vieilli et voilà. Ouais, alors juste pour pas effrayer les gens, c'est pas non plus quelque chose de l'ordre d'une romance. Limite, certains mangas de Clamp sont plus problématiques. Ouais, non mais grave, non mais c'est pas. L'Académie Alice. C'est juste qu'ils ont une relation proche, presque paternelle, exactement. Mais des fois, je pense que moi ça me met mal à l'aise, mais c'est parce que moi j'aime bien, parce que je suis problématique comme personne, mais en fait il faut savoir que c'est des enfants qui sont complètement isolés, donc il y a un côté assez violent en fait sous-jacent dans cette histoire. C'est beaucoup plus sombre que ce qu'il n'y paraît, et c'est pas ces enfants là en fait, ils ont un manque affectif à combler, et donc Puis je suis prof en fait, donc ça me met mal à l'aise de base. Je ne suis pas prof, non, mais ils sont mignons, c'est un peu son frère par procuration. Ouais, voilà. Le numéro 1, le meilleur, celui qui a donné son nom à ma chaîne YouTube au moment où j'ai décidé de le changer, Complément affectif de Mari Okazaki. Un chef-d'œuvre, absolument. Voilà, incroyable. Donc du coup, Complément affectif, c'est un titre où on suit un personnage féminin dont j'ai oublié le nom, qui est dans le monde du travail et qui est vraiment au départ présenté un peu comme une girl boss. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'au tout début de l'histoire, elle vit une rupture, elle se sépare de son conjoint avec lequel elle vivait depuis très longtemps, et donc ça c'est vraiment le point de départ de cette histoire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment suivre le quotidien de cette femme dans le monde du travail, ce que ça fait d'être une femme japonaise dans le monde du travail, avec autour d'elle tout un écosystème. Voilà, plein de personnages féminins, des personnages masculins aussi, mais du coup des personnages féminins qui vont être un peu qui vont vivre la même situation qu'elle, puisqu'ils sont aussi dans la même entreprise, mais qui n'ont pas la même façon de le vivre et de le ressentir. Ouais. Et du coup c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces points de vue. Ce qui est top, c'est qu'il y a un dessin à tomber par terre, vraiment incroyable, complément affectif. Je pense Mari que Okazaki en même temps. Ah ouais, non, pour ça, enfin ces couvertures sont sublimes. Moi j'ai connu il y a assez longtemps, c'est ça que je ne conclue pas, mais je suis hyper contente que tu l'aies découvert. Ouais. En même temps c'est très compliqué à se procurer, je pense que c'est aussi pour ça. Moi j'ai eu un coup de chance, sinon je l'aurais jamais lu. Hein, mais... Et en fait vraiment la couverture du tome 1 avec tous ces motifs végétaux, et c'est pas quelque chose qui est purement on va dire esthétique, elle vraiment l'inclut dans son récit. Il y a un côté assez expressionniste, un peu à la manière de celle qui a fait les Kadam. Donc ces motifs là en fait permettent de faire ressentir l'intériorité des personnages. Il y a des moments de grâce, et à ce côté hyper, je trouve, juste dans sa façon d'écrire les rapports entre ces hommes et ces femmes au travail, avec encore une fois les rapports de domination que ça implique, que ce soit au niveau hiérarchique, que ce soit au niveau du genre, et qu'en fait les prédateurs et les proies sont pas forcément ceux auxquels on s'attend. Non, c'est sûr, c'est vraiment un titre qui est vraiment fin dans sa caractérisation des personnages, et en fait c'est quand même un titre qui a quelques années et qui résonne toujours autant, enfin c'est début 2000, non, quelque chose comme ça. Oui, c'est carrément. Donc quand même pour qu'un titre parle toujours aussi bien de questions féministes, clairement,
Bah ça vaut vraiment le coup de le lire et comme quoi c'est vraiment parlant. Et je l'ai fait lire à ma maman et elle a adoré, donc ça veut dire qu'en plus c'est un gage de qualité. Non mais oui clairement, mais ça peut vraiment parler à beaucoup de monde. Ouais, carrément. Voilà. Et c'est carrément introuvable, hein, donc bonne chance. Mais c'est vraiment un titre assez exceptionnel et j'aimerais tellement le revoir en France. On a réussi. C'était long. J'ai trouvé qu'au début on était très sérieuse et puis plus ça allait, plus on dérivait. Plus on s'est détendu dans tous les sens du terme. Voilà. Si vous êtes toujours là, j'espère que vous nous supportez toujours. Que ça vous a intéressé, que ça vous a fait découvrir des titres, peut-être des nouveautés auxquelles vous serez potentiellement passé à côté. Et sur ce, on se retrouve bientôt sur ma chaîne, sans Laureline malheureusement. Pas à chaque fois. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager, cette vidéo. Et voilà, salut!